On va continuer avec les organites de la cellule. Alors, on était rendu à faire la vacuole. La vacuole, c'est un organite membranaire, donc qui est entouré d'une membrane, la même membrane que la membrane plasmique, donc c'est un gros sac. Puis c'est rempli de choses, donc entre autres de l'eau, puis d'autres substances, des minéraux, des vitamines qu'on veut garder, entreposer à long terme. Donc, en gros, ça sert à une fonction d'entreposage, de stockage temporaire pour la plante et les cellules animales. Puis, on la retrouve partout dans le cytoplasme. On va voir plus ou moins la différence entre la vacuole des cellules végétales et animales. Il y a une grosse différence entre les deux, mais je ne l'explique pas tout de suite. Donc, ici, on peut voir la vacuole. Donc, c'est juste des petites poches, des petites sphères qui vont servir à entreposer à long terme. Prochaine organite, c'est la vésicule, qui est une autre petite boule, un autre petit sac membranaire qui est fait par la même sorte de membrane que la membrane plasmique. Si tu regardes dans le haut ici, c'est une bicouche de phospholipides, pareil. Mais la vésicule, ce qu'elle sert plus à transporter des substances. Des fois, elle va aider un peu à faire de la digestion des vieilles molécules, mais elle va surtout servir à faire du transport de molécules à travers la cellule. Donc, on la retrouve partout parce qu'elle fait du transport. Puis la différence entre la vacuole et la vésicule, qui est deux petits sacs membranaires, pareil, c'est que la vacuole sert plus à entreposer à moyen terme et à long terme, alors que la vésicule va servir au transport. Donc, voici un exemple où on a une vésicule qui est dans la cellule avec plein de petites protéines à l'intérieur ou des molécules. Puis, il faut être capable de transporter ça puis de l'envoyer à l'extérieur de la cellule. Fait, la vésicule, qui sert de moyen de transport, va se rapprocher de la membrane. Elle va se coller, ça va créer un petit canal, puis la substance qui est à l'intérieur va pouvoir sortir de la cellule. L'autre exemple qu'on a en bas, c'est des exemples d'endocytose. On va le voir dans le transport membranaire. Mais au lieu de faire sortir des choses, on fait rentrer des choses. Donc ici, on veut faire rentrer, un exemple, la particule rouge. Fait, la membrane va entourer la petite particule rouge et ça va créer une vésicule ici qui va servir de transport. Éventuellement, ça va peut-être servir à la digestion. Même chose avec l'exemple juste à côté ici. Donc, au lieu de rentrer une grosse particule, on veut rentrer des petites particules, puis on la met dans la vésicule, qui va servir à la transporter à d'autres places. Un exemple vraiment important de vésicule, c'est dans les neurones. Donc, vous savez, les neurones, ce sont les cellules qu'il y a dans ton système nerveux. Puis, les neurones, ils sont responsables de transmettre toute l'information. Donc, dès que ton cerveau veut que tu fasses quelque chose, il va envoyer ça à travers les neurones. Mais dans les neurones, ça, c'est un neurone ici. J'ai un autre neurone ici. Puis, dans la neurone, il y a des petites vésicules synaptiques. Donc, là-dedans, il y a des substances qui sont très importantes pour transférer le signal de ton cerveau jusqu'à le restant de ton corps. Fait que la vésicule de transport va transporter, on appelle ça un neurotransmetteur. Puis la vésicule va se coller à la membrane, relâcher les neurotransmetteurs entre les deux neurones, puis ça va permettre le déplacement de l'information de ton cerveau jusqu'à tes membres, puis aussi de tes membres jusqu'à ton cerveau. Donc, les vésicules sont très importantes au niveau de ton système neurologique. Donc ici, on voit que les vésicules de transport sont utilisées surtout à la fin, après l'appareil de Golgi. Okay? Donc, ils vont se retrouver beaucoup plus de la membrane, plus proche de la membrane plasmique et proche de l'appareil de Golgi. Donc ici, si je ne me trompe pas dans ce dessin-là, il n'y a pas de dessin de vésicule, mais ça pourrait être ces petites boules-là. Je sais que des fois, on les appelle du lysosome. On va voir la différence entre la vésicule puis le lysosome. Mais c'est des petits sacs membranaires qui ressemblent aux vacuoles. Prochain appareil, c'est l'appareil de Golgi. C'est un organite qui est des petits sacs, mais plein de petits sacs, tous empilés un par-dessus l'autre, tous des petits sacs écrasés. Des sacs membranaires, donc le tour est fait d'une membrane, et plusieurs fonctions d'appareil de Golgi. Ça va recevoir des vésicules pour faire des traitements.
Ça va terminer le traitement des macromolécules. Donc, par exemple, ça va donner la forme tridimensionnelle finale aux protéines pour qu'elles puissent effectuer leur fonction. Ça va aussi produire les lysosomes. On va voir plus loin que ça sert à digérer des vieilles choses qu'on ne veut plus, qu'on veut comme recycler. Ça va aussi créer des vésicules de déchets qu'on va éliminer de la cellule. Donc, n'oublie pas, les vésicules vont servir à transporter. Donc, ça va prendre les déchets qui viennent de l'appareil de Golgi, ça va l'apporter jusqu'à la membrane plasmique, puis ça va relâcher ça à l'extérieur. Et on le retrouve où? Dans le cytoplasme, mais c'est toujours proche du réticulum endoplasmique. Voici des photos de qu'est-ce que ça ressemble au microscope. Donc, tu vois tous les petits sacs, tout empilés un par-dessus l'autre. Même chose dans la partie de gauche, donc c'est toute une partie sac. Puis tu vois autour, il y a toutes sortes de petites bulles, mais les petites bulles, c'est tes vésicules de transport. Et ceci, c'est plutôt un schéma de l'appareil de Golgi. Il y a vraiment un lien très étroit qui existe entre le noyau, les réticulums endoplasmiques et l'appareil de Golgi. Parce que ce sont les trois principales étapes pour la production de protéines. Okay? Pour construire des protéines, l'information vient de quelque part. L'information vient du noyau. Dans le noyau, il va y avoir de l'ARN messager qui va être créé. On va voir ça plus tard dans nos prochains modules. L'ARN messager va sortir par les pores nucléaires et va aller se rendre dans un ribosome. Le ribosome, lui, il va lire l'ARN messager et il va créer une chaîne d'acides aminés, une chaîne polypeptidique qui est la base de ta protéine. Une fois que cette chaîne-là est prête, elle va rentrer à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, lui, il va commencer à donner la structure secondaire et tertiaire de la protéine. Donc, il va la replier en hélice, puis en feuillet, puis il va commencer à donner la forme tertiaire avec des ponts hydrogène, des ponts disulfure. Après ça, elle est presque finie, mais elle n'est pas encore prête. Le réticulum va créer une petite vésicule de transport avec ces petites protéines-là. Ça va être envoyé à l'appareil de Golgi, ça va rentrer, puis là, l'appareil de Golgi va faire la petite touche finale sur la protéine pour lui donner sa forme tridimensionnelle finale, qui va faire maintenant la protéine va être fonctionnelle. Une fois qu'elle est fonctionnelle, l'appareil de Golgi crée une autre vésicule de transport avec la protéine finale, puis après ça, elle peut aller se coller à la membrane et sortir à l'extérieur où c'est supposé d'y aller. Un exemple, on a vu dans nos macromolécules qu'une protéine importante, c'est l'insuline. L'insuline est la protéine qui régule le sucre de ton sang. Les diabétiques n'ont pas d'insuline. C'est pour ça que leur sucre peut monter vraiment haut. Alors, ils se piquent puis ils mettent de l'insuline dans leur sang. L'insuline, c'est une protéine qui va être créée sur un ribosome, qui va passer dans le réticulum endoplasmique, va aller dans une vésicule, va passer à l'appareil de Golgi, va se faire traiter là et ensuite va être relâchée dans le sang pour faire sa job. Ici, c'est un autre schéma pour montrer ce lien-là étroit qu'il y a entre le noyau, le réticulum, l'appareil de Golgi puis la membrane. C'est juste que là, tu le vois juste comme en ligne droite. Fait qu'on aurait notre noyau en bas, où l'ARN messager, l'ARN-M se fait créer, ça sort par les pores nucléaires et ça va s'attacher sur les ribosomes. N'oubliez pas, les ribosomes, c'est la partie rugueuse du réticulum. Donc, sur le ribosome, il va lire l'ARN, puis il va créer la première chaîne polypeptidique, donc la chaîne d'acides aminés. Cette première chaîne-là, ce n'est pas encore fonctionnel, cette protéine-là. Il faut qu'il y ait des changements, mais c'est la première étape. Une fois que la chaîne est faite, elle va rentrer dans le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique va donner la structure secondaire et tertiaire. Donc, il va mettre la chaîne en feuillet puis en hélice, puis il va commencer à faire une structure tridimensionnelle. Mais il la commence seulement avec des ponts disulfure, des ponts hydrogène. Lorsque ceci s'est fait, il va la mettre dans des petites vésicules de transport, puis les vésicules vont aller se coller à l'appareil de Golgi, puis là, ça va rentrer dans l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, lui, va donner la forme finale à la protéine, donc sa vraie forme en 3 dimensions qui va faire qu'elle est fonctionnelle. Une fois que toute cette transformation-là est faite, la protéine est mise dans des vésicules de transport, puis souvent les vésicules vont venir se coller à la membrane pour relâcher ces substances-là dans
le sang ou dans l'espace, à l'extérieur de la cellule. Donc, l'appareil de Golgi, si on regarde sur la forme ici, il est juste là, OK, entre le réticulum et la membrane. OK, prochain organisme, le lysosome. Le lysosome, c'est une autre boule membranaire, un autre sac membranaire qui est entouré d'une membrane. Mais lui, il a une tâche un peu plus spécifique. Il va servir à décomposer des vieilles macromolécules, des vieux organismes qui sont usés, plus fonctionnels, puis même des agents pathogènes, comme des virus et des bactéries. Puis ces petits sacs-là, ils se retrouvent où? Mais en suspension dans le cytoplasme. Donc, c'est vraiment comme une usine de recyclage. Ça prend les vieilles choses qui sont plus fonctionnelles, ça va les transformer, puis les réutiliser en produits qu'on pourra réutiliser. Donc, voici un exemple. Donc, si mettons qu'on a des molécules à dégrader ici, ils vont rentrer sous forme de lysosomes. Puis là, les lysosomes, ça va les dégrader, les défaire, puis les réutiliser dans d'autres façons, ou ça va créer des déchets qu'on va expulser à l'extérieur de la cellule. Si tu regardes l'exemple de droite ici, on rentre des grosses particules. Puis là, ça devient un lysosome. On ne va pas trop en détail sur les étapes, là, mais ça devient un lysosome. Le lysosome va décomposer, détruire ce qui est à l'intérieur. Ça va créer des déchets ou des fois, ça va créer des particules qui vont être utilisées pour la reconstruction d'autres organismes. Donc ça va être réutilisé ou ça va sortir de la cellule. Donc, le lysosome digère, il recycle, il décompose. Donc ici, le lysosome, une petite poche. Donc, on a beaucoup de sacs membranaires, OK? On a les vésicules qui servent à transporter. On a les vacuoles qui servent à entreposer. On a les lysosomes qui servent à digérer. Ensuite, prochain organisme, ce sont les plastes. Et les plastes, c'est une grande catégorie, mais moi, je vais m'attarder sur le chloroplaste. Chloroplaste, un organisme très important pour la cellule végétale. Donc, le chloroplaste, c'est un empilement de sacs, 3 sacs empilés un par-dessus l'autre, par-dessus l'autre. Il y a des pigments. Les pigments, c'est comme une coloration. Puis ces pigments-là sont capables de prendre l'énergie du soleil et de faire de l'énergie avec ça. Donc, l'exemple, le chloroplaste, son pigment, c'est la chlorophylle. Donc, pourquoi les arbres que tu vois sont verts? C'est parce qu'il y a plein de chloroplastes dans la cellule, puis les chloroplastes sont remplis de chlorophylle. Qu'est-ce qui sert le chloroplaste? Il va utiliser l'énergie lumineuse du soleil, puis il va créer du glucose. Le glucose qui est ta source principale d'énergie que toi tu utilises, mais aussi que tous les organismes vivants utilisent pour survivre. On les retrouve où les cytoplasmes? Partout dans le cytoplasme de la cellule végétale. Si tu regardes le dessin un peu, tu vois le premier sac qui est la membrane extérieure. Tu vois le sac intérieur qui est juste en dessous. Puis toutes les petites boules là, ici, là, toutes les petites boules ici, ça, on appelle ça des thylakoïdes. Donc, c'est un empilement de tous les petits sacs. C'est là-dessus qu'on va se faire la photosynthèse. Donc, voici des exemples de places. Donc, je vous avais dit que des places, il y en a tout ça. Il y a les proplastes, les idioplastes, les chromoplastes, les chloroplastes, les leucoplastes. Il y en a plein. Il y en a qui ont des pigmentations différentes, des couleurs différentes, mais nous, on s'attarde seulement aux chloroplastes en bio 1. Donc, ça, c'est un schéma du chloroplaste. Donc, si tu regardes comme il faut, tu vois la membrane extérieure qui est là. Oh, j'aurais dû changer de couleur. Donc, la membrane extérieure, la membrane intérieure, puis le troisième sac, la troisième membrane, elle se replie en tout un paquet de petits sacs comme ça qu'on appelle des thylakoïdes. Okay? Puis c'est sur les thylakoïdes que se fait la photosynthèse. La photosynthèse qui utilise l'énergie du soleil, qui utilise le CO2 et de l'eau. Réaction chimique, ça va créer du glucose, de l'oxygène, puis ça c'est là-dedans qu'il y a l'énergie dans le glucose. Nos prochains organismes, ce sont les centrioles.
Les centrioles sont des organettes spéciales parce qu'il y a une paire de centrioles par cellule. Ça veut dire qu'il y a seulement 2 centrioles par cellule seulement. C'est des organettes non membranaires, donc il n'y a pas de membrane, mais c'est fabriqué par des microtubules, comme du spaghetti. C'est comme si je prendrais toutes sortes de brins de spaghetti, j'attacherais ça ensemble. Puis les 2 centrioles, pour une raison d'évolution, sont à 90 degrés l'un avec l'autre. Donc, ils sont toujours à 90 degrés comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont servir? On va voir dans notre deuxième partie de notre module, on va voir la reproduction de la cellule, entre autres la mitose. La mitose sert à prendre une cellule, elle se divise en deux pour créer 2 cellules filles. Lors de la mitose, les centrioles vont être très importants pour assembler le fuseau mitotique, comme une espèce de petite toile d'araignée dans la cellule. Ça va aider à diviser l'ADN dans les 2 cellules. Puis les centrioles, on les trouve toujours dans un endroit qu'on appelle le centrosome, qui est très proche du noyau. Alors, le centrosome, c'est un endroit où se trouvent à l'intérieur nos 2 centrioles. Donc, ça, c'est un peu un dessin de comment c'est formé. Donc, regarde, tu as un centriole ici, l'autre centriole à 90 degrés. Puis, regarde, c'est formé de plein de petits brins de microtubules. C'est comme tous des petits brins de spaghetti. Et si tu regardes en bas, c'est un exemple de mitose. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Mais proche du noyau, ici, tu as tes 2 centrioles. Ils vont se dupliquer, faire une copie, puis ils vont commencer à se séparer et organiser le fuseau mitotique. Alors, quand le fuseau mitotique s'organise, c'est comme une espèce de toile d'araignée. Ça va tout prendre l'intérieur de la cellule, puis ça va aider à diviser l'ADN dans chaque cellule. Donc, pour l'instant, sache que les centrioles aident à développer le fuseau mitotique ou aident durant la mitose. Je vais être insatisfaite avec ça. Donc, ici, nos 2 centrioles à 90 degrés à l'endroit du centrosome. J'ai plus de souris. Oh. OK, j'avais perdu ma souris. Peroxysome. Un autre sac membranaire. Donc, on a vu 3 jusqu'à date. Le peroxysome est le 4e. On a vu la vésicule qui sert au transport, la vacuole qui sert à entreposer des substances, le lysosome qui sert à dégrader des macromolécules, des vieux organites usés. Puis là, on voit le peroxysome qui est aussi une boule de membrane. Puis visuellement, il n'y a pas façon de les différencier les 4. Okay? C'est juste avec leur fonction. Les peroxysomes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre des substances dangereuses pour l'organisme, des substances nocives qui vont t'attaquer puis te nuire. Un exemple, les acides gras puis l'alcool. Puis le peroxysome, comme n'importe quel sac membranaire, ça flotte dans le cytoplasme. Il y a certaines cellules qui ont plus de peroxysome que d'autres dans certaines parties de ton corps. Donc, un exemple, le foie. Donc, nous autres, notre foie a énormément de peroxysome dans ces cellules. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, les personnes qui boivent beaucoup d'alcool, ils ont des problèmes de foie à long terme. Parce que dans le foie, il s'occupe de nettoyer l'alcool puis d'enlever l'alcool du sang. Fait qu'il va tout ramasser l'alcool du sang, il va envoyer ça dans les peroxysomes, puis les peroxysomes vont digérer ça, le défaire, puis après ça va relâcher des déchets. Mais ça, c'est dur sur le foie faire ça. Mais ceux qui boivent souvent vont avoir des problèmes de foie à cause de ça. Alors, le schéma ici, ça fait un résumé du système endomembranaire. Ça veut dire les organites qui sont composés de membranes, puis toute l'importance de la synthèse, la production des protéines. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, dans le noyau, on a l'ARN messager qui va être produit, qui va sortir par les pores nucléaires et aller sur les ribosomes. Les ribosomes vont lire ça, créer la chaîne d'acides aminés, donc la première structure de la protéine. Ensuite, ça va rentrer dans le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, lui, va commencer à faire la structure secondaire et tertiaire de la protéine. Donc, il va le mettre en feuillet, en hélice, comme on a vu au dernier module. Puis, il va commencer à faire une structure tridimensionnelle. Lorsque le réticulum a fini, il va les mettre dans des petites vésicules de transport qui vont maintenant les transporter vers l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi va traiter la forme tridimensionnelle qui a commencé, puis va donner la forme finale.
Et là, elle va être prête. La protéine est fonctionnelle, elle va faire sa tâche. Fait qu'on va le libérer dans des vésicules de transport ici. Puis après ça, ils vont servir à aller à la bonne place où ça va faire sa chose. Dans les organismes membranaires, on a aussi les lysosomes qui sont une partie vraiment importante. L'appareil de Golgi les crée. C'est ça qui va venir digérer les vieilles macromolécules, les vieux organismes, etc. Maintenant, c'est important d'aller examiner la différence entre la cellule animale et la cellule végétale. Donc, visuellement, il va y avoir trois grandes différences visuellement. Donc, toutes les cellules ont une membrane. Donc, la cellule végétale a une membrane plasmique, la cellule végétale a une membrane plasmique. Mais la cellule végétale a quelque chose de plus par-dessus. Elle a une paroi qui entoure la membrane. C'est comme si tu mettrais un manteau par-dessus ton chandail. Cette paroi-là, c'est assez rigide. Okay? Ça aide à la protection de la cellule végétale. Puis ça aide à garder la forme. Donc, c'est quelque chose qui est assez rigide. Fait qu'imagine une plante qui a beaucoup d'eau, ça va bien, elle est bien droite et bien de bonne humeur, elle tient sa forme, elle est solide. Quand la plante commence à avoir moins d'eau, okay, ben, on va voir plus tard que ce qui va arriver, c'est que la vacuole, qui sert à entreposer, va avoir moins d'eau, puis la vacuole va faire moins de pression sur la paroi, puis là, la paroi va juste se rétrécir un petit peu. Là, la plante va commencer à faner comme ça. Donc, une plante qui fane, c'est une plante qui vient molle, OK, parce qu'elle manque d'eau. Donc, la paroi aide à la plante à garder sa forme solide. OK? Quand on a une vacuole pleine d'eau, elle pousse contre les parois, c'est une belle forme bien droite. Si la vacuole manque d'eau, bien là, ça vient un peu plus mou. Mais la paroi reste quand même un petit peu à sa place. Alors que la cellule animale, elle n'a pas de paroi. Fait qu'elle peut être écrasée, puis elle est moins bien protégée. Première différence, cellule végétale a une paroi. Deuxième différence que j'ai déjà parlé un peu, c'est la vacuole. Donc, on avait dit qu'il y avait des vacuoles dans les deux cellules, mais la cellule végétale a une énorme vacuole, okay, qui occupe là, plus que 50% du volume de la cellule. Grosse vacuole pleine d'eau, okay, qui va aider à garder la forme en faisant de la pression contre la paroi. Tandis que la cellule animale, elle a juste des petites vacuoles qui vont entreposer des petites choses. Ça, c'est la deuxième différence. Troisième différence. Si tu regardes ici, on a des organites membranaires qui sont verts. Hein? On en a parlé. Nos chloroplastes. Nos chloroplastes, des organites membranaires qui servent à faire la photosynthèse. Donc ça, c'est juste les cellules végétales comme ça. Donc, pour résumer, la cellule animale a beaucoup de petites vacuoles, alors que la cellule végétale a une grosse vacuole avec beaucoup d'eau à l'intérieur qui aide à garder la forme. La cellule animale n'a pas de chloroplaste, elle ne peut pas faire la photosynthèse, alors que la cellule végétale a beaucoup de chloroplaste, c'est ce qui donne la couleur verte. Et la cellule animale, pas de paroi, et la cellule végétale a une paroi composée de cellulose.